Juste Jean-Christophe, vous voulez aussi vous positionner par rapport à ça, ou plutôt un petit peu plus tard. Alors ça c'est important aussi pour le public qui connaît un peu moins le jargon OMC. Il faut le rappeler, donc les trois grands piliers, les marchandises, les services et la propriété intellectuelle. On va venir maintenant à cet accord-là, parce que c'est celui qui touche le plus les minorités culturelles aussi. Permettez-nous à ce stade de vous diffuser un petit extrait qui nous vient d'Asie centrale, qu'on a reçu il y a 2 jours, de quelqu'un que vous connaissez, Lucius Vasechar. Quelqu'un, et j'aimerais juste mentionner ici, vous n'étiez pas seulement négociateur, vous avez aussi essayé de promouvoir les connaissances des pays qui étaient dans l'accession à l'OMC. Et à l'époque, il y a presque 18 ans, vous vous êtes engagé coréen pour financer la formation presque une centaine de jeunes dans les pays d'Asie centrale. Et aujourd'hui, en direct, vous avez quelqu'un qui transmet un message de Bishkek. Il nous l'a préparé ici, vous verrez sur le thème qui nous concerne. Здравствуйте, дамы и господа. Приветствую вас из Бишкека, Киргизской республики. I'm Edip Kalashev, independent expert on international trade. I take this opportunity to say hello and warm thanks to Mr. Lucius Vasechar, the former ambassador from Switzerland to WTO, whose knowledge I extensively used in my work as a representative to WTO. I'm standing next to mosaic picture which symbolizes the friendship of nations populated the Soviet Union. Needless to say that the Soviet government spent a lot of time and effort to improve and protect the development of national republics, ethnic groups, national minorities, etc. Since the disintegration of Soviet time, many of these nations have become members of international trade and financial system, which focuses mainly on free movement of goods, services, and capital. The WTO, through its GATS and TRIPS system, deals with the cultural capital protection of different groups, but this coverage is only marginal. I hope that during this roundtable you'll be able to answer to many questions, and my question will appear a little bit later, and I wish all the participants success in this roundtable. I thank you. Voilà, donc il y a 2 jours à peine, peut-être pour les questions, elles rejoignent un tout petit peu ce qui a été discuté, jusqu'où va l'engagement international aussi des grandes puissances par rapport à une certaine responsabilité. Ça nous amène aussi à quand même un statement assez fort lorsqu'il compare Edip Kalashev à peut-être la législation de l'Union soviétique à l'époque pour la défense des minorités. C'est une critique quand même assez forte. Malheureusement, elle existe très fortement en Asie centrale, pas dans les pays baltes pour des raisons historiques, mais plutôt en Asie centrale. Ça nous amène quand même à cette discussion et à cette critique que vous avez fait, Isolda, jusqu'à l'instant, c'est jusqu'où va cette protection, puisque dans tous les accords OMC, le seul domaine qui est vraiment pour la protection des minorités est dans l'ATPIC. Et maintenant, ça nous permet un petit peu d'avancer sur des choses très tangibles. Vous avez dit, Isolda, il y a un conflit nord-sud, mais malheureusement, dans l'ATPIC, il y a aussi un conflit nord-nord. Et le conflit nord-nord, il est dans les indications géographiques. Par exemple, on a des visions très très différentes de part et d'autre. Maintenant, ma question que j'aimerais soulever d'abord à vous, et après on va ouvrir pour l'auditoire aussi qui puisse poser la question, parce qu'on a même des experts AOC au fond de la salle, qui travaillent sur le terrain aussi pour la protection des indications géographiques. Comment vous voyez aujourd'hui, de nouveau, après tant d'années, les réalisations dans ce domaine-là? Est-ce que l'accord a été quelque part aussi mal négocié, trop peu approfondi à l'époque pour créer aujourd'hui encore de telles questions sur le sujet? Et jusqu'où va cette protection des minorités aussi culturelles et des savoirs traditionnels qu'a évoqué aussi Isolda Glassi? J'essaie d'être simple dans un domaine extraordinairement complexe. Il est évident que la conception traditionnelle de la propriété intellectuelle met l'accent sur la protection des brevets. Et les critiques de ce fait s'adressent aux brevets. C'est facile parce que personne ne sait ce que c'est. Personne n'a idée de ce que c'est. Et dans leur élan démocratique, au début des États-Unis, la première loi sur les brevets américaine donnait la compétence au président d'accorder ou non un brevet. Résultat, après 2 années, le président a dit
arrêtez de m'embêter avec ce charabia, j'y comprends rien. Et alors, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans le système existant, qu'on peut bien entendu changer, ce sont des experts de propriété intellectuelle qui examinent les demandes de brevets sur le plan national. Il y a bien sûr la coopération internationale à l'OMPI et dans les différentes conventions, mais le fait est que demander l'appréciation à un expert de brevet sur l'impact de ce brevet sur des minorités qui, dans la plupart des pays en développement, ne sont même pas protégées, ça crée un problème énorme. Et finalement, au bout de la question, c'est une question financière. Qui paye? Et deuxièmement, qui encaisse l'argent? Si c'est le gouvernement central du Brésil qui encaisse l'argent et que cet argent ne va jamais auprès des minorités, on aura fait un gros effort pour rien du tout. Et on retombe dans cette faiblesse de la coopération internationale, c'est que les États nationaux ont beaucoup trop de poids et ne sont pas des interlocuteurs crédibles. Je vais quand même corriger une chose que Isolda a mentionnée tout à l'heure au sujet de l'Inde. J'étais président du panel sur les phoques. Et vous me direz, mais quel est le rapport entre les Indiens et les phoques? Nous avons dans ce panel examiné de très près si les objectifs de la réglementation de l'Union européenne est acceptable du point de vue de l'OMC, et nous avons dit oui. Ce que nous avons critiqué, c'est la manière technique de mettre cette protection en œuvre, parce que comme par hasard, les phoques chassés à l'intérieur de l'Union européenne au Groenland sont chassés de manière humaine, alors que les Canadiens et les Norvégiens chasseraient de manière inhumaine. Et ça, c'est évidemment une conception un peu bizarre des choses que l'on retrouve dans les grands ensembles. Et le projet de directive de l'Union européenne était tout à fait conforme à l'OMC. C'est le Parlement européen qui a trop chargé le bateau. Maintenant, ils doivent corriger. Le rapport avec l'Inde, c'est que personne ne conteste l'objectif. Et ce sont les Indiens qui disent qu'ils ne peuvent pas utiliser une sorte de paiement direct. Ils pourraient le faire. Mais ils ont toujours eu cette idéologie de séparer les pays industrialisés du reste du monde. Ce qui nous dérange énormément comme Suisse, parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans le Sud qui seraient nos alliés naturels. N'oublions pas que le processus qui a conduit au lancement du cycle de l'Uruguay, c'était une coalition dirigée par la Suisse et la Colombie. Donc, il y a des gens raisonnables des deux côtés, et quand les grands n'arrivent pas à trouver des solutions, il faut que les petits se mobilisent. Et les Américains et l'Union européenne ne voient pas ça d'un bon œil parce qu'ils risquent de perdre le contrôle, et c'est ce qui est le plus malheureux. Maintenant, pour la propriété intellectuelle, les appellations poétiques. Il est clair que nous avons un monde culturellement divisé. Vous avez un monde qui aime les voitures rapides et la nourriture lente, le slow food, et vous avez d'autres qui aiment les voitures lentes et qui s'en foutent de la diversité culturelle dans les fromages. Je me rappelle un Américain qui disait « Mr. Chairman, I really don't understand this fuss about cheese. For me, cheese, I eat it with my sandwich. » Évidemment, c'est une tradition barbare dans le domaine culinaire. On n'a pas la sensibilité que nous avons, nous, renforcée par le dernier salon des goûts et terroirs. Vous pouviez voir des choses mais exceptionnelles. La créativité du savoir traditionnel
Oui. Vous avez mentionné la Convention sur la biodiversité. Elle est bien gentille, cette Convention. Elle fixe des objectifs. Et qui doit les mettre en pratique? Les États. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer le système. Il faut simplement mettre en œuvre. Et la plupart des pays n'ont pas les ressources pour mettre en œuvre des objectifs qui ne sont peut-être pas leur première priorité. Certains pays de l'Afrique, leur priorité maintenant, c'est de lutter contre l'Ebola. Alors, ce n'est pas eux qui vont monter au front pour distribuer quelques centimes d'une ressource qui aurait pu servir à développer un produit pharmaceutique. J'accepte, le problème existe. La Suisse est prête à aller jusqu'à révéler les sources, demander la révélation des sources, dans l'enregistrement des brevets, mais les autres questions, encore une fois, ce sont les États qui doivent se mettre d'accord, et aussi longtemps qu'on a des extrémistes des deux côtés, on ne trouvera pas de solution. On a essayé à l'OMC, maintenant on essaye à l'OMPI. La semaine dernière, les Américains n'ont pas réussi à bloquer un processus qui devrait renforcer une des conventions de l'OMPI qui, justement, envisage une meilleure protection des indications géographiques. Isolda, je crois que là, vous devez